Un événement inattendu secoue le Burkina Faso et le Sahel. Près de l'ancien volcan de Sangandi, des ingénieurs locaux avec des géologues chinois disent avoir repéré, puis fait confirmer par satellite, une masse cristalline souterraine de plusieurs kilomètres, présentée comme un gisement de diamants hors norme. Les radios interrompent leur programme, les marchés se figent et la question n'est plus seulement la richesse, mais qui la protège et à quelles conditions, alors que Ibrahim Traoré écoute sans triomphe et parle déjà de responsabilité nationale. Le monde regarde et le pays retient son souffle. Ce récit ne promet pas une célébration facile, ni une success story instantanée. Il propose autre chose, comprendre pourquoi cette découverte place le Burkina Faso devant un choix structurant, où chaque décision engage l'économie, la cohésion sociale et la souveraineté politique. L'enjeu central tient en peu de mots: transformer une richesse brute en valeur durable, sans répéter les erreurs déjà observées ailleurs sur le continent. Depuis des décennies, les ressources naturelles ont souvent produit des effets paradoxaux. Croissance rapide pour certains acteurs, frustration profonde pour les populations locales. Ici, la découverte du gisement agit comme un révélateur. Elle met à nu les faiblesses institutionnelles, mais aussi les attentes longtemps contenues d'un peuple habitué aux promesses non tenues. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au cœur d'un dilemme classique et pourtant renouvelé: aller vite pour capter des revenus immédiats ou ralentir pour construire des garde-fous crédibles. Ce qui se joue maintenant dépasse la mine elle-même. Il s'agit de savoir si cet épisode marquera un tournant maîtrisé ou un précédent risqué, observé de près par les partenaires régionaux et internationaux. Un détail décisif apparaît alors en deux éléments et fait basculer le scepticisme initial. D'abord, les signaux géologiques enregistrés sous la roche ont été corroborés par des images satellites indépendantes. Ensuite, les premières estimations évoquent une zone minéralisée s'étendant sur plus de 10 km² avec un volume potentiel présenté comme exceptionnel par les équipes impliquées. Ces deux confirmations, rapprochées dans le temps, ont suffi à transformer une rumeur locale en événement national. Dans les heures qui ont suivi, l'information s'est propagée bien au-delà des cercles techniques. Les stations de radio ont interrompu leurs programmes, les marchés ont suspendu leurs échanges, et dans la capitale, un silence inhabituel a accompagné la prise de conscience collective. Ce n'était pas seulement une découverte minière, mais l'irruption soudaine d'un futur possible encore flou dans un pays marqué par des années de fragilité économique. À ce moment précis, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef célébrant ni juste une victoire, mais comme un décideur confronté à un poids inédit. Le contexte rend cette découverte particulièrement sensible. Le Burkina Faso sort d'une période de tensions internes, de défis sécuritaires et de recherche urgente de leviers de redressement. Les ressources naturelles, longtemps perçues comme sous-exploitées ou mal protégées, reviennent au centre du débat public. Dans les rues, une phrase circule avec insistance: la terre a parlé, mais encore faut-il savoir l'écouter. À ce moment-là, une première attente se referme naturellement. La découverte ne répond pas encore à la question essentielle. Elle la pose avec plus de force. Ce gisement ouvrira-t-il un nouveau départ maîtrisé ou réveillera-t-il les mécanismes bien connus de la dépendance et de la prédation? Très vite, la découverte cesse d'être une abstraction technique pour prendre un visage et un lieu. Au pied du volcan de Sangandi, des équipes locales sécurisent la zone, discrètement, sans mise en scène. Les habitants des villages voisins observent les premiers mouvements avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Pour eux, le gisement n'est pas un chiffre ni une carte satellite, mais un territoire familier soudain projeté au centre des attentions nationales et internationales. Dans les premiers jours, les effets se font sentir à petite échelle. Les rumeurs alimentent les marchés,
Les discussions se prolongent dans les écoles, les radios locales deviennent témoins des espaces de débat improvisés. Certains évoquent déjà des emplois, d'autres craignent des déplacements de population ou une militarisation durable de la région. Ce contraste illustre l'ambivalence de l'événement. Espoir immédiat, incertitude tout aussi rapide. Au sommet de l'État, Ibrahim Traoré agit comme un point de convergence. Sans annonce spectaculaire, il demande des rapports, convoque des conseillers et insiste pour que la question ne soit pas traitée uniquement sous l'angle économique. Cette posture, perçue par certains comme prudente, par d'autres comme hésitante, contribue néanmoins à calmer les premières surenchères. Elle envoie un signal. Le rythme politique ne suivra pas automatiquement le tempo des marchés. À ce stade, l'impact principal n'est pas encore matériel. Il est psychologique et symbolique. La découverte force le pays à se regarder autrement et à se demander ce qu'il veut protéger en priorité. Avant l'annonce officielle, la découverte circule sous forme de signaux fragmentés. Des équipes techniques, die Stichting techniques relèvent des anomalies, des rapports préliminaires sont échangés et quelques responsables sont mis dans la confidence. À ce stade, rien n'est public. Le sujet reste cantonné au cercle scientifique et militaire avec une consigne claire, vérifier, recouper, éviter toute fuite prématurée. Cette phase de latence crée un contraste fort avec ce qui va suivre. La bascule intervient lorsque les confirmations satellites arrivent presque simultanément. En quelques heures, le doute se dissipe. L'information remonte jusqu'au sommet de l'État, puis franchit un seuil irréversible. Les radios interrompent leur programme, les marchés s'arrêtent et la nouvelle se répand dans tout le pays. À Ouagadougou, l'atmosphère change. Il ne s'agit plus d'une hypothèse, mais d'un fait présenté comme capable de modifier la trajectoire nationale. C'est dans ce contexte que la réaction d'Ibrahim Traoré surprend. Là où beaucoup attendaient un discours de célébration, il choisit la retenue. Lors de ses premières déclarations, il refuse le vocabulaire de la fortune et insiste sur celui de la responsabilité. Cette inflexion sémantique marque un tournant. Elle déplace immédiatement le débat, de la promesse de richesse vers la question de la gestion. Pour certains acteurs économiques, cette prudence est perçue comme un frein. Pour d'autres, elle apparaît comme un signal de rupture avec les pratiques antérieures. Après cette prise de position, les événements s'enchaînent rapidement. Les grandes entreprises minières multiplient les propositions d'exploitation rapide. Les gouvernements étrangers demandent des clarifications diplomatiques. En interne, les ministères organisent des réunions de crise pour anticiper les conséquences économiques, sociales et sécuritaires. Les élites locales commencent à se diviser entre partisans d'une ouverture accélérée et défenseurs d'une approche souveraine plus graduelle. Les jours suivants constituent la phase de résonance. Les médias internationaux s'emparent du sujet, oscillant entre enthousiasme et scepticisme. Certains analystes évoquent une transformation économique historique. D'autres rappellent le risque classique de la malédiction des ressources. Sur le terrain, l'armée sécurise la zone sans déploiement spectaculaire, cherchant à éviter tout débordement social. Cette discrétion contraste avec l'intensité des discussions dans la capitale. Puis un seuil est franchi lorsque Ibrahim Traoré annonce la création d'une commission spéciale, non seulement technique mais aussi morale. Cette décision introduit un nouvel acteur institutionnel et ralentit volontairement le calendrier attendu par les investisseurs. À partir de là, la découverte n'est plus seulement un événement minier. Elle devient un test politique révélateur des rapports de force internes et externes et un marqueur du type de développement que le pays souhaite poursuivre. Au point de départ, le Burkina Faso dispose d'un secteur minier réel mais limité, avec des recettes concentrées sur quelques filières
et une contribution contrainte à l'économie nationale. Après la confirmation du gisement de Sangandi, les projections changent d'échelle. Les premières analyses évoquent une zone de plus de 10 km² et un volume potentiel estimé à plusieurs milliards de carats de diamants bruts, ce qui place la découverte parmi les plus importantes jamais annoncées. Ce passage d'un cadre connu à un horizon radicalement élargi constitue le premier basculement mesurable. Un deuxième indicateur concerne l'impact macroéconomique anticipé. Selon les projections initiales relayées par les autorités, une exploitation structurée pourrait, dans un scénario favorable, multiplier le produit intérieur brut du pays sur une période inférieure à 5 ans. Cette estimation ne décrit pas un résultat garanti, mais un plafond théorique, conditionné à une gestion rigoureuse, à des contrats équilibrés et à une stabilité politique maintenue. Elle sert surtout de référence pour mesurer l'écart entre une promesse maximale et des trajectoires plus prudentes. Le troisième chiffre clé touche à l'emploi. Une étude d'impact citée dans le débat public indique qu'une exploitation bien régulée pourrait générer jusqu'à 50 000 emplois directs et environ 100 000 emplois indirects dans la région concernée. Ces volumes sont significatifs pour un pays où le chômage et le sous-emploi constituent l'un des facteurs de fragilité sociale. Toutefois, ces chiffres reposent sur un scénario idéal dans lequel la transformation locale et les chaînes de valeur nationales seraient effectivement développées. Ces données, mises bout à bout, expliquent l'intensité des réactions observées. Elles éclairent aussi la prudence affichée par Ibrahim Traoré. L'expérience africaine montre en effet que les revenus miniers peuvent produire des effets inverses à ceux attendus. Des données internationales souvent citées rappellent qu'une part importante des recettes issues des ressources naturelles est fréquemment captée par des élites locales ou étrangères, laissant les populations riveraines en marge des bénéfices. Ce précédent constitue le delta implicite à éviter. L'enjeu n'est donc pas seulement l'ampleur des chiffres, mais leur trajectoire. Entre une croissance rapide mais concentrée et une progression plus lente mais distribuée, l'écart se mesure en choix institutionnels. Les mécanismes de contrôle, la transparence des contrats et la capacité à transformer localement la ressource deviennent des variables déterminantes. Sans ces garde-fous, les indicateurs prometteurs risquent de se traduire par des déséquilibres durables. Ainsi, les preuves quantitatives ne tranchent pas le débat, elles l'encadrent. Elles montrent ce qui est possible tout en rappelant ce qui est statistiquement fréquent lorsque la vigilance faiblit. C'est dans cet espace entre potentiel maximal et dérive connue que se joue la décision politique. Deux visions structurent désormais le débat, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première plaide pour une exploitation rapide et largement ouverte aux acteurs internationaux. Ses partisans soulignent que la fenêtre d'opportunité pourrait être courte. Les marchés des matières premières le sont volatiles, les capitaux mobiles, et retarder les décisions risquerait de diluer l'avantage comparatif créé par la découverte. Selon eux, accorder rapidement des licences permettrait d'attirer des investissements massifs, de générer des recettes fiscales immédiates et de créer des emplois à court terme. Il cite des exemples où la vitesse a permis de consolider une position économique avant que les pressions politiques ne s'accumulent. La seconde position défend une approche prudente et souveraine. Elle part d'un constat historique. Dans de nombreux pays riches en ressources, l'ouverture précipitée a surtout profité à des acteurs extérieurs, laissant derrière elle des déséquilibres sociaux et institutionnels durables. Les tenants de cette ligne insistent sur la nécessité de maîtriser la chaîne de valeur, de privilégier la transformation locale et de renforcer les capacités nationales avant toute exploitation à grande échelle. Ils estiment qu'un rythme plus lent réduit les risques de capture des revenus et de conflits internes.
Ces deux arguments ont un point commun. Ils reconnaissent l'ampleur exceptionnelle de la découverte et son potentiel transformateur. Là où ils divergent, c'est sur l'arbitrage entre vitesse et contrôle. La réponse esquissée par le pouvoir politique tente de déplacer le débat. Plutôt que de choisir entre ouverture totale et fermeture défensive, elle introduit des mécanismes intermédiaires. Commission de contrôle, critères éthiques, séquençage des décisions. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne rejette pas l'investissement étranger par principe, mais cherche à conditionner son accès. Les données disponibles montrent en effet que les pays ayant obtenu des résultats plus équilibrés sont ceux qui ont combiné attractivité économique et institutions de surveillance crédibles. Au final, cela conduit à une conclusion nuancée. Aucune des deux positions extrêmes ne garantit à elle seule un résultat positif. C'est la capacité à articuler leurs éléments compatibles qui déterminera l'issue réelle. À ce stade, le cœur du récit se déplace clairement. La découverte n'est plus évaluée seulement par son volume ou ses projections financières, mais par la manière dont elle redéfinit la notion même de succès national. Le diamant cesse d'être un objectif en soi pour devenir un révélateur des priorités collectives. Cette inflexion marque un point médian décisif où l'enjeu n'est plus d'extraire davantage, mais de décider comment et pourquoi extraire. Dans les discours publics, une formule revient avec insistance: ce qui a été trouvé sous terre engage ce qui se joue au-dessus. Elle résume un basculement narratif. La question centrale n'est plus combien vaut le gisement, mais que vaut la décision. À partir de là, chaque option est jugée non seulement à l'aune des revenus attendus, mais aussi de ses effets sur la cohésion sociale, la souveraineté et la crédibilité institutionnelle. Ibrahim Traoré s'inscrit explicitement dans cette lecture. En parlant de responsabilité plutôt que de fortune, il introduit un critère moral dans un débat habituellement dominé par des chiffres. Ce choix n'efface pas les tensions, mais il en modifie le cadre. La discussion passe du terrain de l'urgence économique à celui du sens politique. À mi-chemin, une idée s'impose. Elle ferme une première attente et en ouvre une autre. Si la richesse n'est plus la fin, alors quel sera le coût réel des décisions à venir? Et pour qui se matérialisera-t-il concrètement? Pour l'État burkinabé, la découverte ouvre un champ d'options inédit. Les projections de recettes potentielles offrent une marge de manœuvre budgétaire rarement observée jusque-là. Elle pourrait renforcer la capacité de financement des services publics, stabiliser certaines dépenses sociales et réduire la dépendance à l'aide extérieure. Mais cette perspective s'accompagne d'un risque symétrique. Une centralisation excessive des revenus, mal contrôlée, peut accentuer les tensions politiques et fragiliser la confiance institutionnelle. C'est dans cet équilibre que s'inscrit la ligne défendue par Ibrahim Traoré, qui lie explicitement souveraineté financière et mécanismes de contrôle. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le gisement représente une opportunité majeure mais incertaine. Les acteurs internationaux voient un marché potentiellement stratégique tout en s'inquiétant d'un cadre réglementaire plus exigeant. Les entreprises nationales, de leur côté, espèrent un accès prioritaire à certaines étapes de la chaîne de valeur, notamment la transformation et les services associés. Cette redistribution des rôles pourrait favoriser l'émergence d'un tissu économique local, à condition que les règles soient claires et appliquées de manière prévisible. Pour les citoyens, l'impact est plus diffus mais tout aussi déterminant. Les promesses d'emploi et de développement régional suscitent des attentes fortes, en particulier dans les zones rurales proches du site. Une exploitation bien régulée pourrait améliorer l'accès à l'électricité, aux infrastructures et à la formation. À l'inverse, une gestion opaque risquerait d'alimenter frustration et inégalité, reproduisant des schémas déjà observés ailleurs. C'est pourquoi
le débat public s'élargit, intégrant syndicats, universitaires et organisations de la société civile. À l'échelle régionale, enfin, la découverte dépasse les frontières nationales. Le Burkina Faso se trouve placé sous le regard attentif de ses voisins et de ses partenaires africains. Une gestion perçue comme équilibrée renforcerait sa crédibilité politique et pourrait servir de référence dans un contexte sahélien marqué par les revendications de souveraineté économique. À l'inverse, un échec serait rapidement instrumentalisé tant sur le plan diplomatique que médiatique. Ces quatre niveaux d'impact montrent que la question du diamant ne se limite pas à un secteur. Elle irrigue l'ensemble du système politique et social. En ce sens, la décision à venir ne produira pas seulement des gagnants et des perdants économiques, mais redessinera durablement les rapports entre l'État, le marché et la société. À court et moyen terme, plusieurs trajectoires crédibles se dessinent sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Le premier scénario, le plus optimiste, repose sur une mise en œuvre rigoureuse des mécanismes annoncés. Dans cette hypothèse, les autorités parviennent à établir un cadre réglementaire clair, à négocier des partenariats équilibrés et à lancer progressivement l'exploitation sans rupture politique majeure. Les revenus initiaux sont réinvestis de manière visible, renforçant la confiance publique et la position internationale du pays. Le gisement devient alors un levier de stabilité plutôt qu'un facteur de tension. Le scénario central, jugé plus probable par de nombreux observateurs, combine avancées et compromis. L'exploitation démarre, mais de façon inégale. Certaines concessions sont accordées sous pression, tandis que d'autres restent sous contrôle national. La croissance économique s'accélère, mais les bénéfices se concentrent partiellement, alimentant des débats internes sur la redistribution. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré doit arbitrer en permanence entre maintien de la cohésion politique et crédibilité extérieure. Le pays progresse sans toutefois atteindre pleinement les promesses initiales. Le troisième scénario, le plus critique, envisage une dégradation rapide du contexte. Des désaccords avec des partenaires internationaux, des soupçons de mauvaise gestion ou des tensions sociales liées aux attentes déçues conduisent à un durcissement diplomatique. Des sanctions ou des restrictions commerciales deviennent possibles, réduisant l'accès au marché et au financement. L'exploitation du gisement se poursuit alors dans un climat conflictuel où la souveraineté est préservée au prix d'un isolement accru et d'une croissance ralentie. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de réflexion. Ils rappellent que les résultats dépendront de moins de la richesse géologique que de la séquence des décisions. Si certaines conditions sont réunies, la découverte peut soutenir un développement maîtrisé. Si elles ne le sont pas, elles risquent d'amplifier des fragilités existantes. La clé réside donc dans une lecture conditionnelle des choix à venir, plutôt que dans l'adhésion à des promesses linéaires. Pour une grande partie du public, la découverte agit comme un miroir des préoccupations quotidiennes. Les salariés et les travailleurs informels y voient d'abord une promesse d'emploi plus stable et mieux rémunérée, notamment si la transformation locale se développe réellement. La perspective d'une activité minière encadrée alimente l'espoir d'infrastructures améliorées, d'un accès plus régulier à l'électricité et de services publics renforcés dans des régions longtemps marginalisées. Pour les jeunes et les étudiants, l'enjeu se situe ailleurs. La mise en avant de filières de formation en géologie, en ingénierie ou en gestion des ressources ouvre des horizons professionnels nouveaux. Elle suggère que la valeur ajoutée ne viendrait pas seulement de l'extraction, mais aussi du savoir et des compétences développées localement. Cette dimension est centrale dans les discours officiels,
qui présente la ressource comme un prétexte pour investir dans le capital humain. Les acteurs de la société civile, eux, se concentrent sur la transparence. Associations, syndicats et universitaires réclament des mécanismes de suivi accessibles et compréhensibles afin que les citoyens puissent évaluer l'usage des revenus générés. Leur implication traduit une attente claire: ne plus être simple spectateur des décisions, mais participant d'un débat informé. Enfin, pour les populations vivant à proximité du site, les attentes sont plus immédiates. Elles portent sur la protection des terres, la prévention des déplacements forcés et la garantie que les bénéfices locaux ne seront pas sacrifiés au profit d'intérêts lointains. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré est scrutée comme un indicateur de crédibilité. Sa capacité à traduire des principes en mesures concrètes influencera directement la perception populaire. À ce stade, le changement principal réside dans la mobilisation. Le diamant ne crée pas encore des résultats tangibles pour tous, mais il modifie déjà les attentes, les débats et la manière dont chacun se projette dans l'avenir collectif. La première étape consiste à structurer l'autorité de gouvernance annoncée. Elle doit disposer d'un mandat clair, de compétences techniques indépendantes et de critères publics d'évaluation. Son rôle n'est pas seulement d'autoriser ou de refuser des projets, mais de séquencer les décisions, d'imposer des audits réguliers et de publier des indicateurs compréhensibles. Sans cette base institutionnelle, toute stratégie resterait déclarative. La deuxième étape porte sur le cadre contractuel. Avant toute exploitation à grande échelle, des modèles de contrats standardisés doivent être définis, intégrant des clauses de transformation locale, de protection environnementale et de partage des revenus. Le calendrier devient ici un outil politique. Retarder certaines concessions pour renforcer les capacités nationales peut réduire les asymétries de négociation. Cette logique vise à transformer un avantage géologique en levier durable. La troisième étape concerne la redistribution mesurable. Une part identifiée des recettes doit être affectée à des projets visibles avec des échéances et des indicateurs simples. Éducation, infrastructures locales et formation technique figurent parmi les priorités évoquées. L'objectif est double: produire des effets tangibles et rendre la traçabilité des fonds vérifiable par le public. La quatrième étape touche à l'implication citoyenne. Des mécanismes de consultation et de contrôle social renforcent la légitimité des choix opérés. Ils réduisent aussi le risque de captation des revenus par des intérêts restreints. Cette dimension sociale complète les outils économiques. Et, pour finir, la cinquième étape relève de l'arbitrage politique. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant de la cohérence d'ensemble. Sa capacité à maintenir le cap, à résister aux pressions contradictoires et à mesurer les résultats conditionnera la crédibilité de la démarche. C'est à ce point que se referme la boucle ouverte au début. La richesse n'a de sens que si les règles qui l'entourent en sont tenues dans la durée. Le récit revient naturellement là où tout a commencé, au pied du volcan de Sangandi. Ce lieu, d'abord perçu comme un simple point sur une carte, est devenu un symbole chargé de sens. La Terre, silencieuse pendant des décennies, a soudain imposé sa présence dans le débat national. Ce rappel géographique fonctionne comme un miroir. Ce qui a été extrait du sol renvoie désormais à ce que le pays souhaite construire au-dessus. Dans les images relayées, Ibrahim Traoré apparaît sans emphase, entouré de visages ordinaires, loin des cérémonies spectaculaires. Cette sobriété nourrit un contraste fort avec l'ampleur de la découverte. Elle suggère que la transformation en cours ne se joue pas seulement dans les chiffres ou les contrats, mais dans la relation entre un État et sa population. La richesse minérale devient alors un prétexte pour interroger la notion de dignité collective. Le volcan, la poussière,
Les mains qui touchent la terre forment un motif récurrent. Il rappelle que le développement n'est pas une abstraction importée, mais un processus enraciné. Le message qui s'en dégage est simple. Une nation ne se définit pas uniquement par ce qu'elle possède, mais par la manière dont elle choisit d'en disposer. Dans cette perspective, le diamant cesse d'être un aboutissement. Il devient un test de cohérence dont l'issue dépendra moins de la géologie que de la constance politique et sociale. Au terme de ce parcours, la découverte du gisement ne se présente plus comme une simple information spectaculaire, mais comme une question ouverte adressée à toute la société. Elle oblige à réfléchir au type de développement que l'on souhaite encourager et aux compromis que l'on est prêt à accepter. Le diamant agit ici comme un symbole. Il concentre espoir, peur et projection sans apporter de réponse automatique. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une décision ponctuelle. Il incarne un moment politique où la parole publique, les institutions et la vigilance citoyenne sont appelées à interagir. La trajectoire finale dépendra autant des choix gouvernementaux que de la capacité collective à demander des comptes, à suivre les indicateurs annoncés et à maintenir le débat au-delà de l'émotion initiale. La question reste donc entière. Comment transformer une opportunité exceptionnelle en processus partagé sans céder ni à l'enthousiasme aveugle ni à la méfiance paralysante? Chacun peut y répondre à son niveau par la discussion, l'analyse ou l'engagement civique. C'est dans cet échange continu que se jouera sur la durée la véritable valeur de cette découverte.